Merci de nous recevoir chez vous et merci d'être sur ITV à Question Directe qui reçoit aujourd'hui le colonel Ibrahima Sy. Beaucoup de Sénégalais peut-être ne connaissent pas le colonel Ibrahima Sy, mais c'est un des maillons importants du pays. Il est aujourd'hui à la retraite. Le colonel Ibrahima Sy a été à la présidence de la République du Sénégal dans l'état-major particulier du chef de l'État. Colonel, vous êtes l'une des rares personnes, quand Hissène Habré est venu à Dakar, à l'avoir accueilli, à la coupée de l'avion. Racontez-nous comment ça s'est passé. Mais je vous remercie et je salue les téléspectateurs de votre grande chaîne. Je fais partie des gens qui ont accueilli le président Hissène Habré quand il est venu au Sénégal. Nous étions trois, le chef du protocole de la présidence de la République, le gouverneur du palais, le colonel gouverneur du palais, et moi-même de l'état-major particulier du président Abdou Diouf, chargé de la coordination des études générales de défense. Ce jour-là, c'était vers 10h, entre 10h et 11h. Le président Hissène Habré est arrivé à l'aéroport de Yoff avec deux avions. Un Boeing courrier où il y avait sa famille et lui, avec une partie de ses gardes du corps, et un avion C-130 militaire avec ses bagages, qui était important, et l'autre partie de ses gardes du corps. Donc le président Hissène Habré, effectivement, est venu au Sénégal par deux avions, tous venant du Tchad, un Boeing et un C-130 militaire. Mais comment s'est passée la préparation de son accueil au Sénégal? Mais, personnellement, j'ai été surpris, parce que c'est la veille au soir que j'ai appris que je faisais partie de ceux qui devaient aller accueillir le président Hissène Habré le lendemain. Donc, sur ce plan-là, je crois que ça n'a pas été préparé. En tout cas, on n'a pas perçu cette préparation. Même au niveau où j'étais, c'était la surprise. Oui, dans ses mémoires, Abdou Diouf a dit que c'est la veille que Paul Biya l'a appelé, le président camerounais, en lui disant qu'Hissène Habré va venir au Sénégal, que lui, il ne peut pas l'accueillir au Cameroun, parce que c'est la frontière entre les deux pays, et que c'est très sensible, qu'il a cherché partout pour accueillir Habré. Finalement, il va accepter de le recevoir. Il le dit dans ses mémoires. Et vous, quand vous étiez allé accueillir Habré au tarmac de l'aéroport, qu'est-ce que vous avez vu? Ben, vous savez, le Sénégal, c'est un grand pays, parce que nous sommes un grand peuple. On n'a pas seulement accueilli le président Hissène Habré. On avait accueilli le président Ahidjo du Cameroun, et il y avait un autre président qui se préparait à venir, c'était le président Mobutu, mais finalement il n'est pas venu. Il est certain que le Sénégal, c'est un pays d'accueil pour tout le monde. C'est pourquoi il est important que les gens le sachent, que les Sénégalais sachent que nous sommes un pays qui a son importance dans notre Afrique. Mais comment s'est passé le contact avec Hissène Habré? Quand vous êtes venu l'accueillir, il vient, il fuit son pays avec deux avions, sa famille. Comment s'est passé le contact? Le contact était relativement facile parce qu'il avait besoin de nous, le président Hissène Habré. Nous l'avons accueilli comme on accueille un chef d'État avec le chef du protocole. Quant à nous, nous étions là pour le contact. Parce que rien n'était défini, on devait accueillir simplement. Mais par la suite, on m'a demandé de rester à leur contact pour les installer et être officier de liaison auprès de lui avec la présidence de la République, pour pouvoir porter au président Abdou Diouf, par le biais de mon chef d'état-major général, de mon chef d'état-major particulier, le général Doudou Diop, les desiderata du président Hissène Habré. On l'a donc accueilli. Il avait beaucoup de bagages. Oui, justement, beaucoup de choses ont été racontées en disant que Hissène Habré est venu avec énormément d'argent
dans l'avion, dans l'un des avions qu'il a apporté, qu'il y avait beaucoup d'argent là-bas, des coffres forts d'argent. Est-ce que ça c'est vérifié? Il n'y avait pas de coffre-fort, il y avait plutôt des cantines spéciales dans lesquelles, personnellement, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Mais en tout cas, il est venu avec énormément de bagages, de cantines particulières. Peut-être que si les gens ont parlé de tout ça, c'est parce qu'eux, ils savaient. Mais nous qui étions là-bas, nous ne pouvons pas dire que le président Habré est venu avec beaucoup d'argent. Certainement, il est venu avec beaucoup d'argent. Ça, c'est... Puisque après, il a voulu acheter des villas à Fann Résidence, où c'est pas donné. Je pense qu'il y a eu tout ça. Et comment se passaient ces transactions? Vous l'accompagnez à le faire? Vous l'accompagnez à faire les transactions? Est-ce qu'il allait à Fann pour vouloir acheter des villas? Vous étiez avec lui, vous l'accompagnez pour voir comment? Je l'ai accompagné. Cette nuit-là, on m'a appelé aussi de chez moi pour me dire bon, il faut aller accompagner le président Hissène Habré qui doit aller à Fann visiter des villas achetées. Je l'ai accompagné effectivement. Il a visité 2 grandes villas, 2 belles villas qu'il n'a pas achetées. Ça ne lui convenait peut-être pas. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à arrêter le contact parce qu'il y avait d'autres gens qui venaient. Moi, je suis un soldat, je suis un militaire. Je ne pouvais ni entrer dans ce jeu, ni en tout cas y participer. J'ai préféré arrêter les relations à partir de ce moment-là. Il y avait de cela un mois et demi qu'il était arrivé au Sénégal. Oui. Certaines personnes racontent sur des plateaux de télévision que Sénabré est d'abord passé au Cameroun avant de venir au Sénégal. Mais vous n'êtes pas au courant de ça. Vous qui avez accueilli Habré, vous l'avez accueilli directement au Sénégal. Il a quitté le Tchad pour venir à Dakar. Voilà, nous l'avons accueilli directement au Sénégal, à Dakar, à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff. Il est effectivement venu par 2 avions qui venaient du Tchad. Le président Abdou Diouf n'a jamais envoyé d'avion le chercher, comme il a été dit. Ça, je l'affirme parce que j'étais témoin oculaire. Voilà. Oui, parce que certains avaient dit que c'est Abdou Diouf qui a envoyé un avion pour le chercher. Ça, c'est pas vrai, ça? Non, ça, ça n'existe pas. Il est venu avec un Boeing courrier dans lequel il y avait sa famille et un C-130 avion militaire plein de bagages. Voilà. Mais dans un premier temps, c'est vous qui l'avez aidé à s'installer. Il s'est installé où dans un premier temps à Dakar? Il s'est installé sur l'avenue Bourguiba à l'entrée de Sicap Karak. Il y a les grandes villas qui faisaient face à l'avenue Bourguiba. C'est là où on l'avait installé en attendant qu'il puisse trouver un endroit où s'installer définitivement. Et quand elle a quitté cette villa-là, vous l'avez aussi accompagné aux Almadies pour s'installer au Mamel ou pas? Non, je ne l'ai pas accompagné parce que moi, je me suis arrêté la nuit où on a visité les villas de Fann Résidence. Je pense qu'il y avait d'autres gens qui avaient pris le relais, qui étaient beaucoup plus intéressés que moi, en tout cas beaucoup plus impliqués. Pour ne pas les gêner, j'ai arrêté ma relation là-bas. Je n'allais plus le voir tous les 3 jours comme c'était convenu pour rapporter ses desiderata à la présidence. Quand vous allez là-bas tous les 3 jours avant d'arrêter, est-ce que vous sentez qu'il y avait une intégration de Sénabré au Sénégal? L'intégration se passait bien? C'était pas très fort. Il était plutôt réservé? Voilà, c'était pas très fort. Il était plutôt réservé. Il était plutôt réservé. Certainement, il avait des contacts. Hein. C'est sûr qu'il avait des contacts avec certaines personnalités. Mais je ne les rencontrais pas là-bas. J'y allais 2 jours. J'y allais tous les 3 jours, entre 10h et 11h. Vous discutez ensemble, vous échangez ensemble, vous parlez un peu? Voilà, on discutait de choses et d'autres. Il jouait à la boulotte avec ses gardes du corps. Et comme ce n'était pas mon penchant, je n'y restais pas. Il jouait à la boulotte avec ses gardes du corps? Voilà, absolument. Et vous n'étiez pas quelqu'un qui faisait non, de la boulotte? Moi, je ne suis pas joueur de boulotte. Est-ce qu'après toutes ces années, vous avez coupé les ponts avec lui, a peut-être dressé au Sénégal plus de 20 ans, son procès qui s'est déroulé, comment vous l'avez suivi de loin?
Je disais tout à l'heure que le Sénégal est un grand pays. Je pense que notre justice est une grande justice aussi. Il faut leur rendre justice. Si l'Afrique a choisi le Sénégal pour ce procès-là, c'est parce qu'on a une justice qui en vaut la peine. Et ça, je le dis, je le pense, et je pense que c'est tout à fait normal de leur rendre cette justice-là. Je parle un peu trop de justice. Le président Hissène Habré a été accusé d'énormément de choses, de méfaits, prouvés ou pas, mais il y en a en tout cas. Il y a eu même des victimes sénégalaises qui ont témoigné. Je pense que quand on connaît le Tchad, quand on connaît la situation stratégique de cette zone, avec la Libye en arrière-plan à l'époque, et l'Occident qui ne pouvait pas sentir Kadhafi, l'instabilité qu'il y avait au Tchad, qu'il y a au Tchad, où tous les chefs d'État ont été changés par la violence. Ce qu'on disait de lui pouvait se justifier. Je ne suis pas personnellement sûr, parce que je n'ai pas de preuves, mais je suis certain que c'était difficile à l'époque. Vous êtes colonel de l'armée sénégalaise, témoin de l'histoire récente du Sénégal. Vous étiez aussi témoin de ce qui s'est passé entre Sénégal et la Mauritanie. C'est vous qui alliez au CTO, comme on l'appelait avant, l'hôpital de Grand Yoff. C'est vous aussi qui alliez en Mauritanie recueillir les blessés sénégalais pour les transférer au Sénégal. Racontez-nous comment ça se passait tout ça. Effectivement, avant le pont aérien, on a été envoyé à partir de la présidence de la République toujours, de l'état-major particulier, avec 2 avions militaires pour aller chercher les Sénégalais qui étaient blessés et les fatigués. Arrivé à Nouakchott, le président Ould Taya m'a envoyé son chef d'état-major, son colonel chef d'état-major de la gendarmerie, qui est venu à mon contact et qui m'a demandé si j'étais venu pour négocier. Je lui ai dit que non, je ne suis pas venu pour négocier. J'ai été envoyé pour chercher les Sénégalais fatigués, malades qu'il y a autour de l'aéroport. Ça a été très difficile. Comment? Racontez-nous. Ils ont tout fait pour que je n'amène pas les blessés et les malades. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Non, ils faisaient ils les empêchaient, ils nous ont tout empêché pratiquement jusqu'au départ de les mettre dans les avions. Finalement, ils m'ont demandé de prendre leur mobilier qui était là à l'aéroport. Je dis non, je ne suis pas venu chercher des matelas ou des armoires. Je suis venu chercher des Sénégalais fatigués. Et finalement, aidé par l'ambassadeur du Sénégal, l'ambassadeur Camara, à l'époque, on a pu les mettre dans le dernier avion et rentrer à Dakar dans la nuit. Contrairement à ce qui avait été dit, je n'avais pas amené des gens avec des femmes avec des seins coupés. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été voilà, racontées. elles étaient fatiguées. Oui. Elles étaient fatiguées avec leurs bébés et des vieillards qui ne tenaient pas aussi. Donc on les a amenés directement au CTO où le président de la République est venu nous rencontrer. Cette nuit-là, des journalistes ont dit qu'il pleurait. Il n'avait pas pleuré, il était très ému. Abdou Diouf était très ému, mais il n'a pas pleuré comme Non, ça a été dit, Voilà. écrit par quelques journaux. Voilà. Mais dites-moi, comment s'est passé les négociations pour les faire venir, les Sénégalais? Puisque Taya voulait peut-être en faire une sorte de monnaie d'échange, d'otage. Il avait de quoi faire justement cette monnaie d'échange-là. Parce que la grande mosquée de Nouakchott était remplie de Sénégalais. Ils étaient enfermés là-bas. J'ai pu les visiter grâce à l'ambassadeur qui m'a amené jusque là-bas. Avant de rentrer, il m'a laissé revenir à l'aéroport pour pouvoir rentrer. Donc, non, vous savez, nos voisins à l'époque étaient très très difficiles. Quand j'ai répondu que je n'étais pas venu négocier, tout de suite ils ont pesé
l'affaire, ils ont analysé l'affaire. C'est des militaires qui étaient après. C'est le président Oultaya était un soldat, un militaire. Il s'est dit que si un officier, un colonel de l'état-major particulier de Abdou Diouf n'est pas venu pour négocier, mais il faut peut-être s'attendre à faire la guerre. Et à partir de ce moment, c'était devenu très difficile. Très difficile pour moi-même, pour quitter l'aéroport de Nouakchott, parce que je ne pouvais plus joindre le colonel-chef d'état-major particulier. Et il faisait tout pour que les gens n'embarquent dans l'avion. Vous avez pu ramener combien de Sénégalais dans votre avion? J'en avais ramené, je crois, une cinquantaine. Une cinquantaine. Il y a d'autres qui sont restés à l'aéroport? Les plus atteints avaient été évacués par la France. L'attaché militaire français, certainement sur instruction de son gouvernement, a évacué les Sénégalais qui étaient dans une situation très difficile sur le plan sanitaire, parce que blessés, vers la France. Donc ça vraiment, ça nous a... on a été vraiment bien servis par nos amis français dans cette histoire là-bas. Oui, en ces moments-là, vous, en tant que colonel de l'armée sénégalaise, vous êtes dans un pays où vous trouvez vos compatriotes blessés qui sont à l'aéroport, et qu'on vous refuse dans un premier temps de les amener, qu'ils soient durs comme négociation. Est-ce qu'il y a une émotion que vous avez ressentie? J'étais dans tous mes états, j'étais très ému, et je pensais que finalement on allait se faire la guerre, parce que ce n'était pas possible. Surtout qu'on ne m'avait pas demandé de négocier. Alors moi, je suis passé par tous les États. Je suis passé par tous les États et je me souviens d'un incident au pied de l'avion. Le wali de Nouakchott, le gouverneur de Nouakchott m'a dit « Je vous parle parce que on est dans cette situation-là. Autrement, je ne vous aurais pas parlé. » J'ai senti un peu de racisme dans son langage, mais malheureusement, je ne pouvais rien faire. Voilà. Vous avez senti un sentiment de racisme dans son langage, sa façon de parler. Et vous comprenez quelque part ce que vivent les Noirs en Mauritanie, c'est ça? C'était extrêmement difficile. C'était extrêmement difficile ce que vivaient les Noirs en Mauritanie. Heureusement pour lui et pour nous, parce que quand je parlais, l'adjudant qui était dans l'avion était prêt à balancer une grenade offensive. Tout ça, on l'avait prévu. On avait prévu qu'en cas de difficulté, on pouvait y rester et on avait pris les mesures pour y rester, naturellement, en emportant beaucoup de monde. Vous avez tantôt dit que quelque part, les gens s'attendaient à faire la guerre. Et au moment où Abdou Diouf a parlé, a dit « Hey, Bougnou Guéron ». Ça, les Sénégalais, il y a certains qui poussaient peut-être à cette situation-là. Si. Il y avait des Sénégalais qui poussaient, mais il y avait aussi des gens installés au Sénégal qui poussaient. Mais moi, ce qui m'a surtout frappé, c'était le déséquilibre dans la communication. Au Sénégal, il y avait un représentant français de Radio France Internationale. Et à Nouakchott, un Mauritanien. Il y avait un déséquilibre total dans l'information de Radio France, de RFI. Au profit de la Mauritanie. C'est-à-dire que celui qui était là, le représentant de RFI, attisait le feu, c'est ça? Il disait que les Mauritaniens sont en train d'être maltraités au Sénégal, c'est ce qu'il disait. Plus ou moins. En tout cas, il donnait des informations qui étaient en dessous de ce que faisait le Mauritanien. Et ça, alors qu'en Mauritanie, le représentant de RFI mauritanien, c'est un Mauritanien, essayait de cacher les informations. Voilà. C'était ça. Voilà. Il y avait un déséquilibre. Moi, militaire, je l'ai senti, je l'ai vécu, je l'ai senti, parce qu'à l'aéroport de Nouakchott, j'ai failli laisser ma peau, ma vie, à cause de ce déséquilibre-là. J'y étais quand on disait que les Sénégalais étaient en train de brûler les Mauritaniens dans des fours. C'était terrible. C'était terrible. Les Maures étaient dans un état... pour qui connaît le Sénégal, on sait que nous, on ne peut pas faire des choses comme ça. Vous avez aussi vécu une autre expérience intéressante. C'est quand le PAIGC combattait. Il y avait l'attaque de Niamano par l'armée portugaise, pendant la guerre de libération par le PAIGC. Et c'est là-bas qu'est mort le lieutenant Badara Diallo, votre adjoint. Oui, toujours en octobre, au mois d'octobre, qu'on va commémorer
le 49e anniversaire de cette attaque, j'ai commandé la 8e compagnie de Kolda comme jeune capitaine. Et mon adjoint, le lieutenant Badara Diallo, occupait le poste de Nianao. J'avais 3 postes en face de la Guinée portugaise. Il y avait Kumbakara, Salikanye et Nianao. 1 mois et demi après mon arrivée à Kolda, il y a eu cette attaque. C'était pendant le Ramadan. Comme cette année, il y avait des pluies tardives. Le 12 octobre 1972, à l'heure où on devait rompre le jeûne, mon sous-officier de semaine est venu me tendre une enveloppe avec un message chez moi, à la maison. Dans mon logement, je regarde le message, je vois poste attaqué, autorité blessée. Je demande tout de suite à ce qu'on précise la nature de l'attaque. On m'a dit une attaque de blindés de chars. Je fais sonner l'alerte et on se prépare tout de suite à partir pour Nianao pour intervenir en faveur de notre section attaquée. Finalement, je suis arrivé seul. Le camion qui transportait la troupe d'intervention s'est planté à cause de la pluie. Et ma voiture personnelle, ma Land Rover de service, s'est plantée au pont de Wassadou. Alors j'avais 5 km à faire à pied pour rejoindre le poste de Nianao. Je l'ai fait et heureusement j'ai été éclairé par le ciel, les éclairs, le ciel. Je suis tombé 2 fois de toutes les façons. Et quand je suis arrivé au poste de Nianao, c'était vraiment la désolation. Il ne savait pas que j'ai rencontré le lieutenant dans la nuit qu'on évacuait sur Kolda. Il était déjà décédé, mais le poste ne le savait pas. Il a eu en tout cas le temps de leur dire que pour moi c'est fini, mais vous êtes des braves soldats, retenez-le. Effectivement, j'y ai trouvé un sergent-chef, le sergent-chef Khorifaï, qui avait tout de suite chaussé les bottes du lieutenant. Il a maintenu la troupe et il a contre-attaqué les Portugais qui ont reculé et qui sont partis. Et quand je suis arrivé pour prendre la relève, on a été jusqu'à la frontière, mais ils étaient déjà de l'autre côté. Il est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de moyens à l'époque. Parce qu'une attaque de blindés sur une section d'infanterie en poste, avec l'effet de surprise, on aurait dû avoir beaucoup de blessés et de morts. Mais Dieu aidant, on n'a eu que le lieutenant, le chef de poste. Et le Sénégal aidait en ce moment le PAIGC à combattre les Portugais. Absolument. Et c'est vous qui faisiez entrer les armes, c'est ça? Absolument. Le Sénégal, les Sénégalais ne savent pas. On a beaucoup aidé le PAIGC à libérer son territoire des troupes coloniales portugaises, de l'occupation portugaise. Effectivement, j'allais à la frontière de Guinée, sur ordre de l'état-major général, escorter l'armement du PAIGC qu'on a mené jusqu'à Kolda pour le faire entrer en Guinée-Bissau, au profit du PAIGC qui se battait. Ça, c'est l'aspect tactique du problème. Et de Kolda, on m'a affecté à Dakar, où j'ai été désigné pour faire partie du comité de libération de l'OUA. Le comité de libération, c'est un organisme de l'OUA qui était chargé du financement des pays en guerre pour leur libération. C'est à partir de ce moment que j'ai compris que les armes que je transportais étaient achetées à partir de là. Donc j'ai vécu l'aspect tactique à Kolda et l'aspect stratégique au niveau du comité de libération de l'OUA. C'est le comité qui finançait les armes, qui achetait les armes, sans que vous transportiez pour ceux qui sont au PAIGC? Voilà, nous on ne savait pas que c'est le comité qui l'achetait, je ne le savais pas. Quand je suis arrivé au comité de libération, comme membre, que j'ai participé aux négociations pour le financement des pays en guerre de libération. On a financé la Guinée-Bissau, l'Angola, le Mozambique, les Sud-Africains qui se battaient, tous les pays en guerre. L'ANC. L'ANC. Oui, mais colonel, depuis l'indépendance de l'Afrique, on dénombre plus de 200 coups d'État faits par des militaires. À votre avis, en tant que militaire, pourquoi les soldats interviennent souvent dans le processus politique en Afrique?
avec ce qui récemment est passé en Guinée, Conakry? Vous savez, je ne suis pas pour les coups d'État. Puisque pendant 7 ans, j'ai été chef de la sécurité militaire. J'ai travaillé dans ce sens pour mon pays. Et nous ne sommes pas une armée de coups d'État. Mais je crois qu'il y a d'abord, comme premier point, la formation des officiers et des sous-officiers dans nos États. Quand une armée est mal formée, tout est possible. Si c'est des soudards, il est possible que ça se passe comme ça s'est passé en Afrique. Et souvent, on avait cela dans nos armées. Mais il y a aussi que la mauvaise gouvernance a sa place dans cette affaire-là. Quand on voit ce qui se passe, comment nos États, qui ont souvent subi cet affront de coup d'État, ont été gouvernés et sont gouvernés, moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas du tout surpris que les militaires soient la solution. Il faut voir en Afrique le phénomène élection. Quand il y a élection quelque part en Afrique, c'est un véritable drame. Et pourtant, les élections sont faites pour élire un président de la République ou des députés. Mais c'est souvent confisqué dans des conditions extrêmement terribles où les gens ne vont pas travailler le lendemain parce que c'est la guerre. Quand les élections se passent comme ça, et c'est toujours le même bonhomme qui gagne. Quand il n'y a pas espoir un jour de changer le pouvoir par des élections, il y a forcément une solution. Cette solution-là peut être l'armée et malheureusement, c'est ce qui se passe souvent en Afrique. Colonel Ibrahima Sy, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je rappelle que vous êtes colonel de l'armée sénégalaise, témoin de beaucoup de faits qui sont déroulés dans ce pays. Vous faites partie de ceux qui ont accueilli Hissène Habré quand il est venu ici au Sénégal, le défunt président tchadien Hissène Habré. Vous avez aussi participé à aider le PAIGC à combattre justement l'armée portugaise qui s'était installée en Guinée-Bissau et en Mauritanie. Vous faites partie de ceux qui étaient partis chercher les Sénégalais quand il y a les événements malheureux entre le Sénégal et la Mauritanie en 1989 pour les ramener ici au Sénégal. Merci d'avoir été avec nous, témoin que vous êtes de l'histoire récente du Sénégal. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.